Ravi de vous retrouver pour cette grande session d'information. Bienvenue à tous sur Gabon 24. Deux principaux titres au sommaire de ce journal. Au Gabon, avec les graves inondations qui ont frappé certains quartiers de Libreville et du nord de la capitale gabonaise, le président Ali Bongo Ondimba a demandé au gouvernement de prendre des mesures urgentes pour secourir les sinistrés. Et le Liban, où le sunnite Saad Hariri, de retour comme Premier ministre, doit composer un gouvernement d'union regroupant des courants politico-religieux rivaux, alors que le pays est désormais dirigé par le général chrétien Michel Aoun, qui a été élu avec le soutien des chiites du Hezbollah. Voilà pour le fil conducteur de cette grande session. Madame, Monsieur, voici votre journal. Commençons avec la page du Gabon. Tout d'abord, la saison des pluies est de retour avec son lot de tracas. Plusieurs quartiers de la capitale ont été victimes dans la nuit de mercredi à jeudi de grandes averses. À Vorombam, dans la commune d'Akanda, au nord de Libreville, où il était en visite, le chef d'État Ali Bongo Ondimba a immédiatement réagi aux inondations survenues dans cette commune où plusieurs habitations ont été inondées. Écoutons un extrait des propos d'Ali Bongo Ondimba. Pluie que nous avons eu hier, nous avons un certain nombre de Gabonais qui se sont retrouvés inondés. Le vice-premier ministre en charge de l'habitat et son collègue de l'intérieur sont à pied d'œuvre pour pouvoir trouver des voies et moyens pour pouvoir reloger ses compatriotes et surtout leur assister, leur permettre assistance et secours. Son souci de pouvoir loger décemment tous les Gabonais. Restons à Kanda pour le constat sur le terrain suite à cette pluie qui a créé un véritable déluge. En témoigne ce compte rendu de Lariska Lormamengi et Nina Massunga. Journée inhabituelle au quartier Avorombam dans la commune d'Akanda ce jeudi. Les riverains se sont levés du lit, les pieds dans l'eau, à la suite d'une pluie pourtant pas très forte, tombée dans la nuit. Avant l'arrivée massive des promoteurs immobiliers qui sont venus vendre les marécages, qui sont devenus des terrains maintenant, c'est là où le problème des inondations est devenu récurrent au niveau d'Envorbam. Et ce qui est plus dangereux encore, les gens sont allés construire sur les lits de la rivière. Aujourd'hui, vous allez retrouver des constructions à même la rivière même. Et ça, en dépit des règles vraiment de l'urbanisme au Gabon. L'État doit veiller à ce que les constructions soient faites selon les normes. Mais aujourd'hui, n'importe qui va n'importe où, trouve un espace et érige des terrains. Des dégâts matériels importants, mais surtout la disparition de 2 enfants, au dire d'une des sinistrées. On ne peut pas y estimer les dégâts, parce que c'est des maisons entières qui sont englouties dans l'eau. C'est des vies. Aujourd'hui, on déplore la mort de deux enfants. Vous voyez, pour une petite pluie déjà, on enregistre déjà des décès dans des familles qui peut remplacer une vie humaine. Depuis 2 ans, la commune d'Akanda connaît des inondations sans précédent. Au-delà du fait qu'elle est au départ une zone marécageuse, il faut souligner que les nombreuses constructions de grande envergure pourraient être à l'origine de cette catastrophe naturelle, qui ne serait pas la dernière avec l'arrivée des grandes pluies. Après avoir visité les résidences des Bougainvilliers, le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'Hygiène publique chargé de la décentralisation est revenu sur les raisons des inondations constatées à Libreville et dans certains de ces quartiers avec le retour des pluies au Gabon. Le reportage de Marina Mendeman et Jocelyn Bombadianga. Depuis le retour des pluies, les quartiers de Libreville et de sa périphérie sont en proie à de violentes inondations. Le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'Hygiène publique, chargé de la décentralisation, Lambert Mata, donne les raisons de certaines de ces inondations. Nos compatriotes qui ne respectent pas toutes les dispositions requises en matière de construction, qui établissent des édifices sur des lits de rivières, et quand la pluie revient, on est tous repris à l'ordre. Face à ce sinistre qui constitue un véritable problème pour le gouvernement gabonais, des mesures strictes vont être mises en œuvre. Dans l'immédiat, on va procéder à la destruction d'un certain nombre d'infrastructures qui sont en aval pour permettre à ce que l'eau s'écoule. Naturellement, les populations qui ont été touchées vont être relogées provisoirement dans un endroit qu'on a identifié, notamment au stade. Donc toutes les mesures sont en train d'être prises afin que ces populations puissent trouver non seulement le gîte, mais également le couvert.
Au vu des désagréments causés par les dernières averses, plusieurs citoyens se trouvent dans l'incapacité de sortir de leur maison d'habitation. À ce sujet, la Croix-Rouge et la protection civile se chargera de les reloger en attendant la baisse du niveau d'eau. Encore la commune d'Akanda, au nord de Libreville, où 15 immeubles ont été livrés ce jeudi au président du Gabon, Ali Bongo Ondimba. L'ensemble résidentiel Les Bougainvilliers, le nom de cette résidence qui accueille 220 appartements. Les détails avec Svetlana Gladys Maganga et Jospin Bombadianga. Livraison ce jeudi du chantier de la résidence des Bougainvilliers à Avorbam, dans la commune d'Akanda au nord de Libreville, au chef de l'État par la Caisse des dépôts et consignations du Gabon. Ces appartements, c'est du moyen standing, ça s'adresse à tout Gabonais qui pourra bien évidemment acquérir un appartement, 2 appartements, ça n'est pas du tout interdit. Nous allons probablement mettre en place, si le programme de vente tel que nous l'avons imaginé ne se déroule pas tel que nous l'avons imaginé, nous allons probablement passer à une location-vente. Réalisé sur une surface de plus de 3 hectares, c'est un complexe de 15 immeubles pour un total de 220 appartements que le président se dit fier de recevoir. Je suis venu voir des réalisations par la Caisse des dépôts et fruit d'un partenariat d'ailleurs avec une entreprise marocaine. Et j'avais été déjà venu voir ce chantier à son début. Et je suis venu donc pour constater qu'il est terminé et que c'est une belle réalisation. Donc nous souhaitons que chacun puisse pouvoir apporter sa pierre à son souci de pouvoir loger décemment tous les Gabonais. Ce complexe résidentiel contribue à l'effort gouvernemental en matière de logement de ces populations. Et cette brève, avant de refermer la page du Gabon, des journalistes ont été interpellés ce jeudi matin au siège de la rédaction du journal gabonais Écho du Nord dans la capitale de Libreville. De sources gouvernementales, 9 personnes ont été interpellées pour être auditionnées dans le cadre d'une enquête qui porte sur un article paru ce mercredi et mentionnant l'imminence d'un coup d'État militaire après la réélection du président Ali Bongo Ondimba. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines sessions d'information. Ouvrons à présent la page de l'actualité africaine. Tout d'abord, l'Égypte a décidé ce jeudi de laisser flotter sa devise pour répondre à une crise monétaire aiguë qui affecte son économie et menace de relancer l'instabilité politique plus de 5 ans après la révolution de 2011. Larissa Matsumo. La décision de laisser flotter la devise de l'Égypte pour répondre à une crise monétaire aiguë devrait provoquer de fait une forte baisse de près de 50% de la livre face au dollar. Elle s'est changée jeudi à 14 $ contre 8,8 jusqu'à présent au taux officiel qui se rapproche ainsi du taux sur le marché noir. Elle intervient alors que le Fonds monétaire international s'alarme à la crise monétaire que traverse le pays, deuxième économie du monde arabe après l'Arabie saoudite. La Banque centrale a également annoncé jeudi une hausse de 3 points des taux d'intérêt à 14,75%. C'est une bonne décision. Ça va apporter la stabilité sur le marché au lieu de spéculation sur les monnaies étrangères, sur les prix tous les jours pour ceux qui spéculent sur le marché noir. Maintenant, ce ne sera que dans des lieux autorisés. Pour ceux qui ont des dollars, ils pourront les vendre à un prix raisonnable à la banque ou dans un bureau d'échange. La décision vient d'être prise il y a 1 heure. Les gens n'ont pas encore agi. Ils viennent, ils posent des questions et ils ont l'air en accord avec les nouvelles valeurs. Les gens demandent avant d'agir, c'est ce qu'ils font habituellement. L'Égypte a vu ses réserves de dollars fondre ces dernières années à 19,6 milliards en septembre, soit 50% de moins qu'en 2011 avant la révolution ayant provoqué la chute du président Hosni Moubarak. Une grande partie de ces sommes a servi à soutenir la livre égyptienne face au billet vert avec des dévaluations occasionnelles. La défense de la livre a contribué à la pénurie de dollars, affectant ainsi la capacité des importateurs à faire entrer dans le pays les matières premières ou les produits alimentaires de première nécessité. Avec la mesure annoncée jeudi, la CBE espère aussi réduire l'écart entre le taux officiel et celui du marché noir, une problématique au cœur de la crise monétaire.
Au Sud-Soudan, un analyste politique pense que le limogeage du commandant de la force de l'ONU dans le pays, après la publication d'un rapport accablant, n'est pas une réponse suffisante au problème de viol à l'endroit des Sud-Soudanaises. Le point avec Linda Gaël Maganga. Le rapport qui accable la mission de l'Organisation des Nations Unies au Soudan du Sud ne devrait pas aboutir uniquement à la suspension du commandant des forces de l'ONU dans cette mission. Selon un analyste politique, c'est le travail de toute l'organisation qui est remis en question. Vous ne pouvez pas juste virer une personne. Le lieutenant général Kenyan Johnson a été viré, mais il y a plus d'un responsable. C'est le système de l'ONU. Le système de l'ONU n'est pas juste une seule personne. Donc la question de la publication du rapport sur le renvoi d'une personne ne va pas régler les problèmes. Nous voulons que l'ONU s'assure que ce genre d'incidents ne se reproduisent pas au Soudan du Sud ou ailleurs dans le monde. Selon le rapport à l'origine du limogeage, les civils sont de plus en plus victimes de violences dans les zones protégées par les casques bleus. Le nombre de femmes victimes d'abus sexuels est en forte élévation. La question des milices armées qui se battent toujours et qui gèrent les camps de l'ONU. L'ONU doit faire quelque chose pour régler ça. Les sites de protection et les camps sont pour les civils, pas pour les milices. Je crois que l'ONU doit affronter ce problème. L'ONU avait recensé au moins 200 cas de viol de Sud-Soudanaises dans la capitale pour le seul mois de juillet, perpétrés par des hommes en uniforme, notamment issus des troupes du président Salva Kiir. L'enquête met à nu des faiblesses et des négligences qu'il convient de corriger. Et toujours au Soudan du Sud, les autorités ont publié ce mercredi la liste de 17 personnes incarcérées après 3 mois d'enquête sur l'attaque d'un hôtel dans la capitale Juba en juillet dernier. Le récit de Larissa Matsomo. Ces personnes sont arrêtées pour l'attaque d'un hôtel dans la capitale Juba en juillet dernier. Selon Martinson Mathieu Outourmois, responsable de l'enquête, la plupart des personnes arrêtées sont des soldats soupçonnés d'avoir commis des viols et autres crimes. Il précise aussi que 8 suspects ont été arrêtés sur des allégations de viol et 8 autres sont soupçonnés d'avoir volé des véhicules. Un autre suspect est accusé d'avoir blessé sa victime. Selon le responsable de l'enquête, entre 50 et 100 soldats ont participé à l'attaque. Étant donné que la plupart des suspects sont membres des forces armées, le comité d'enquête a proposé la mise sur pied d'un tribunal spécial pour leur jugement. Mardi, une enquête distincte, diligentée par les Nations Unies, a révélé que dans l'hôtel, des civils et des travailleurs humanitaires ont été victimes d'assassinats, d'actes d'intimidation, de violences sexuelles ou de torture. Les combats de juillet ont été les dernières manifestations de violence majeures à voir opposer les forces de Salva Kiir à celles de Riek Machar. Leur rivalité politique a conduit à une guerre civile en 2013. Les deux hommes ont signé un accord de paix en août 2015, mais il a été continuellement violé jusqu'au limogeage de Riek Machar de son poste de vice-président et sa fuite du pays. Dans le sud-est du Maroc, la périphérie d'Air Rissani illustre l'assèchement dramatique des oasis menacées de disparition avec le réchauffement climatique. En témoigne ce regard de nos confrères de l'AFP. La périphérie d'Air Rissani, dans l'immense oasis montagneuse de Tafi-Lalet, aux portes du Sahara. Cette ville, dans le sud-est du Maroc, est un exemple de la dramatique détérioration des oasis, menacées de disparition par le réchauffement climatique. Le sable ne cesse d'avancer sur la ville, dont les abords offrent un spectacle de désolation. À perte de vue, des centaines de troncs de palmiers finissent de pourrir sur une terre fissurée, au milieu d'anciens ruisseaux asséchés. Cette région a connu successivement de longues périodes de sécheresse. La plus violente a eu lieu à la fin des années 80. La région a alors connu une vague de migration de ses habitants, ce qui l'a privé de sa main-d'œuvre et transformé le secteur agricole en une activité non productive. Pendant des siècles, les oasis ont formé un bouclier contre la désertification. Mais ces îlots de verdure sont aujourd'hui confrontés aux impacts des changements climatiques et souffrent de la sécheresse. Certains misent à présent sur les palmiers dattiers pour parer à la désertification et sauver les oasis. À une vingtaine de kilomètres au nord d'Air Rissani, Hassan travaille depuis plus de 15 ans à la réhabilitation d'un terrain agricole de 7 hectares.
Compte tenu de l'importance du projet des dates, j'ai décidé de relever le défi et d'investir dans les dates, et surtout dans les dates majhoul, qui sont connues comme un produit très rentable. Les palmiers, dont il existe 450 espèces, sont l'épine dorsale de l'économie de la région en termes de revenus et d'emplois. Rabat s'est saisi du problème en 2008, avec notamment son plan Maroc vert, un programme de reconstitution des palmeraies et de restructuration de l'agriculture. Après avoir chuté au cours du siècle dernier de 15 millions à 4,8 millions, le nombre de palmiers dattiers est remonté à 6,6 millions, avec l'objectif d'arriver à près de 8 millions en 2020. On parle de déclin même des oasis si on n'intervient pas. Donc l'État marocain, déjà avec l'initiative de l'effort qui a été fait donc, avec plusieurs programmes, surtout le programme du plan Maroc vert pour la reconstitution de la palmeraie, la ressource en eau, donc c'est des fonds qui ont été déjà mobilisés, la création aussi de l'agence qui est dédiée à cet écosystème. Les oasis seront à l'agenda de la COP22, conférence internationale sur le climat qui s'ouvre lundi à Marrakech. Le Maroc y présentera un plan d'action pour la sauvegarde de ces écosystèmes dans le monde. Poursuivons avec l'actualité hors du continent, tel qu'annoncé en titre. Tout d'abord, au Liban, la principale personnalité sunnite libanaise, Saad Hariri, est redevenue ce jeudi Premier ministre après une éclipse de 5 ans. Mais le plus dur reste à faire, former un gouvernement regroupant des courants politiques opposés. Le récit de Lutte Milan Tuntum. À la suite des consultations parlementaires, le président Michel Aoun a convoqué jeudi Saad Hariri pour le charger de former le gouvernement, mais ce ne sera pas facile. La crise syrienne divise profondément la scène politique libanaise et M. Hariri, ennemi du président Bachar al-Assad, devra composer avec son adversaire de toujours, le mouvement chiite du Hezbollah, dont les troupes combattent du côté des forces du régime dans le pays voisin. J'ai hâte de démarrer les consultations pour former un gouvernement d'entente nationale qui surmonte les divisions politiques. Âgé de 46 ans, le fils du milliardaire et Premier ministre Rafid Hariri, assassiné en 2005, prend son poste en position de faiblesse et devra user de toute son énergie pour asseoir son autorité. Nous devons au peuple libanais de commencer à œuvrer le plus tôt possible pour protéger notre pays des flammes qui l'entourent, renforcer son immunité face au terrorisme, l'aider à faire face aux problèmes des réfugiés. Pour former son gouvernement, le nouveau Premier ministre va donc devoir concilier les extrêmes. Je vais commencer mes consultations pour former un gouvernement d'unité nationale qui surmonte les divisions, basé sur un consensus de toutes les forces politiques, a-t-il déclaré après sa nomination. Cap sur les États-Unis où Donald Trump et Hillary Clinton ont encore lâché leur coup ce mercredi dans la dernière ligne droite de la présidentielle américaine, échangeant des attaques d'une rare virulence et s'accusant mutuellement de ne pas être taillés pour la Maison-Blanche. Linda Gaël Maganga s'en fait l'écho. À quelques jours de l'élection présidentielle aux États-Unis, les candidats se lancent des pics visant à se discréditer. Hillary Clinton ne semble pas être affaiblie par l'enquête sur ses correspondances électroniques. Imaginez que le 20 janvier 2017, ce soit Donald Trump qui se tienne devant le Capitole pendant la prestation des serments. Alors regardez ça en tête, parce que le 20 janvier, nous aurons un nouveau président et les choses vont changer. C'est une certitude. La question, c'est quel genre de changement allons-nous vivre ? Pour se démarquer de son concurrent, la candidate à la présidentielle oriente également son discours vers les citoyens américains frappés par des injustices et victimes de violences. Je veux dire quelques mots au sujet des 2 officiers de police qui ont été tués dans l'exercice de leurs fonctions dans l'Iowa. C'est horrible, extrêmement triste et totalement inacceptable. J'ai parlé au maire des 2 villes où ça a eu lieu, Des Moines et Urbandale. J'ai évidemment exprimé nos condoléances et leur ai dit que mes pensées et mes prières allaient aux familles des officiers tués et à leurs collègues.
Hillary Clinton, candidate démocrate à l'élection présidentielle américaine, incite les Américains à lui accorder leur vote en allant massivement aux urnes. Et pendant ce temps, en France, le prix Goncourt a été décerné ce jeudi à la franco-marocaine Leila Slimani, 35 ans, pour Chanson douce. Et elle dira « Je ne m'y attendais pas, je me préparais à ne rien avoir pour ne pas être déçue », a donc expliqué la jeune romancière, cheveux frisés et grand sourire, après être arrivée dans une énorme cohue au restaurant Drouane. Jamila Mbengman. Déjà grand succès de librairie, le terrifiant Chanson douce de Leila Slimani, 35 ans, a été choisi par le jury dès le premier tour de vote avec 6 voix contre 2 à Gaël Faye, Petit Pays, une à Catherine Cusset, l'autre qu'on adorait, et une à Régis Geoffrey, Cannibale. Elle a dédié sa récompense à ses parents et étreint son compatriote l'écrivain Tahar Ben Jeloud, Goncourt en 1987 est juré. J'aimerais le dédier à mes parents, à mon père qui est mort il y a plus de 10 ans maintenant, à ma mère qui a pris l'avion ce matin du Maroc parce qu'elle a eu une intuition à 4 h du matin. Et voilà, ces gens qui m'ont enseigné l'amour de la littérature et puis l'amour de la liberté et qui m'ont toujours dit que je pourrais y arriver. En seulement 2 romans, la franco-marocaine, qui était également en lice pour le Renaudot, s'impose comme une nouvelle voie de la littérature, n'hésitant pas à explorer des territoires sombres. Très petite, vraiment à 7-8 ans, j'étais déjà très sensible à la place très étrange qu'avaient ces femmes dans la maison. Elles étaient à la fois des femmes qu'on aimait comme des mères, elles étaient aussi un peu des étrangères. J'avais conscience des relations hiérarchiques qu'il y avait avec elles. Et voilà, j'étais toujours touchée par cette place difficile, parfois par l'humiliation qu'elle pouvait subir. Elle confirme avec Chanson douce son appétence pour les zones grises, celles qu'on préfère ignorer. Son style est clair, direct et précis. Elle évite les considérations psychologiques qui pourraient expliquer ce coup de folie. Et nous restons en France où les cars transportant des femmes et des enfants ont quitté ce jeudi le camp Jules Ferry jouxtant l'ex-jungle de Calais. Le récit est de Sybille Mengué. Le dernier car de migrants de l'ex-jungle a quitté Calais jeudi vers 13h30, mettant un point final à l'évacuation totale du camp et de ses annexes commencée le 24 octobre. 291 migrants, des femmes ou des couples avec enfants et 103 mineurs isolés ont fait route depuis le bâtiment Jules Ferry vers des centres d'accueil spécialisés à bord de 10 bus au cours de la matinée, a précisé la préfecture du Pas-de-Calais. Ce matin, nous avons terminé la mise à l'abri des migrants. C'est satisfait sur place le sous-préfet de Calais, Vincent Berton, pour qui tout s'est bien passé. Les départs ont commencé jeudi matin à 9h pile et se sont déroulés dans une ambiance sereine et parfois émue. Les réfugiés sur le départ et les membres de l'association gestionnaire du camp Jules Ferry, la vie active, se donnant la collade entre rire et larmes. Ces derniers départs sont intervenus au lendemain de l'évacuation de 1616 migrants mineurs logés au centre d'accueil provisoire. Et puis, alors que la crise des migrants s'intensifie en France, des riverains s'organisent pour apporter le petit déjeuner aux migrants installés dans le quartier de Stalingrad à Paris. Le récit est de Larissa Matsoum. Dans toute la France, de nombreuses initiatives citoyennes sont nées pour améliorer le quotidien de migrants et réfugiés. À Paris, les habitants du 19e arrondissement mettent aussi la main à la pâte pour servir des petits déjeuners aux migrants qui campent dans le quartier de Stalingrad. Ici, on propose du thé au lait chaud, du pain, de la confiture, des fruits, des œufs et bien d'autres produits récoltés auprès des boulangeries ou des associations. Il y a plein de bénévoles qui nous rejoignent et on s'aperçoit que les Parisiens sont très solidaires. Mais ça dénote aussi d'une situation qui est qu'à peu près, les comptages changent un peu tous les jours, mais pas loin de 3000 personnes dans le quartier qui dorment sous des tentes et qui n'ont pas de distribution de nourriture autre que celle des soutiens bénévoles comme nous. Tous ici, nous avons besoin d'un refuge, parce que la rue, ce n'est pas bon pour nous. Même le temps en hiver, cela affecte notre santé. Parce que là-bas, en Afrique, nous ne vivons pas de telles situations.
Ce temps est trop fort pour nous. Puisqu'un simple petit déjeuner, le rendez-vous permet de lutter contre la solitude et l'exclusion, créant le lien social et permettant à tous d'apprendre à se connaître, mettant l'humain au premier plan. Pour les bénévoles, c'est pour aider en cette situation d'urgence humanitaire qu'ils s'activent. Il s'agit pour ces derniers d'accomplir un simple geste d'humanité envers des personnes qui ont bravé tant de dangers et qui se retrouvent devant eux au-delà de tous les discours. Et puis, sport, boxe, et nous partons pour le Pakistan. La boxe attire de plus en plus la gente féminine. Pour preuve, le duo constitué par une jeune fille et sa mère dans un pays encore ultra-conservateur et dans lequel l'avenir des jeunes filles se heurte en effet aux pressions sociales. Le regard de Mirandangé. Le regard concentré, Razia Banu, 19 ans, virevolte sur le ring et aligne les coups en direction de son adversaire, sa propre mère. Un duel amical mais de ton plus insolite qui se déroule à Karachi au Pakistan, pays très conservateur. Les deux femmes en vêtements de sport et foulard sur la tête s'affrontent pour un match de promotion dans une banlieue difficile de la mégapole. Apprendre la boxe, ce n'est pas pour utiliser sa force contre les plus faibles. Les hommes pensent qu'ils sont forts et qu'ils peuvent battre les femmes et les contraindre à rester à la maison. Moi, je pense que si une personne est forte, elle devrait protéger les autres et non les frapper. Ma fille veut boxer au niveau international et elle s'entraîne même en vacances. Elle vient aussi s'entraîner les dimanches quand l'entraîneur le lui demande. L'aventure a commencé lorsque la jeune fille a sollicité la permission de sa mère pour rejoindre son nouveau club, le premier dédié aux femmes au Pakistan. On entraîne constamment les filles et on rencontre beaucoup de difficultés. Mais on sait comment faire face à ces défis. Certaines d'entre elles arrêtent de venir à cause de problèmes personnels. On fait de notre mieux pour encourager les filles à venir au club. Après des décennies de lutte pour leurs droits, les Pakistanaises subissent toujours de fortes discriminations et des niveaux très élevés de violence. Le rappel des titres avant de marquer un point final à cette grande session d'information. Et deux principaux titres ont été le fil conducteur de cette session. Tout d'abord, le Gabon, les graves inondations ont frappé certains quartiers de Libreville et du nord de la capitale gabonaise. Le président Ali Bongo Ondimba a demandé au gouvernement de prendre des mesures urgentes pour secourir les sinistrés. Et puis au Liban, vous l'avez vu, où le sunnite Saad Hariri, de retour comme Premier ministre, doit composer un gouvernement d'union regroupant des courants politico-religieux rivaux, alors que le pays est désormais dirigé par le général chrétien Michel Aoun, qui a été élu avec le soutien des chiites du Hezbollah. Voilà, Madame, Monsieur, ce qui met un terme à cette grande session d'information. Au nom de toute l'équipe, merci de nous rester fidèles. L'information continue sur Gabon 24, mais en attendant, n'oubliez surtout pas que quoi qu'il arrive entre-temps, gardez le sourire. Au revoir.